Le matin de mon 72e anniversaire a commencé comme la plupart de mes matins depuis le décès de ma femme. Je me suis assis sur le bord du lit pendant un long moment avant de me lever, écoutant le radiateur cliqueter dans le coin de la chambre qui était autrefois la nôtre. La lumière à travers les rideaux était de ce bleu pâle que l'on ne voit qu'à la fin du mois d'octobre en Bretagne. Le genre de lumière qui fait ressentir à un homme le poids de son âge dans ses épaules avant même qu'il n'ait posé les pieds sur le sol. J'étais réveillé depuis 4 heures du matin. Je le suis toujours maintenant. En bas, je pouvais entendre du mouvement. La voix de mon fils, grave et brève, et le rire d'une femme qui n'était pas vraiment un rire, plutôt un bruit qu'elle faisait pour faire savoir à tout le monde qu'elle était dans la pièce. C'était sa fiancée. Ils étaient fiancés depuis 11 mois. Bien qu'elle vive dans ma maison depuis près de 3 ans. Je suis allé à la salle de bain et j'ai fait couler l'eau jusqu'à ce qu'elle devienne chaude, ce qui prend un certain temps dans cette maison. La plomberie datait de 1962, l'année où mon père l'a construite. Il a coulé les fondations lui-même avec un cousin de Saint-Brieuc qui est plus tard allé en prison pour une affaire dont personne dans la famille n'a jamais parlé. Mon père m'a donné cette maison quand il est décédé en 88. Il a dit que c'était la seule chose de valeur qu'il avait à offrir et que je devais en prendre soin, car un homme sans toit est un homme sans nom. Je me suis rasé lentement. Je me suis regardé dans le miroir et j'ai essayé de retrouver mon père dans mon visage. Je pouvais peut-être le voir dans le menton. Les yeux étaient ceux de ma mère. L'épuisement, lui, était bien le mien. Je suis descendu avec le gilet gris que ma défunte épouse m'avait tricoté l'hiver avant de tomber malade. Il sentait encore légèrement son parfum, ou du moins c'est ce que je me disais. La cuisine était pleine de nourriture que je n'avais pas achetée. Mon fils était au comptoir en train de couper des tomates avec mon bon couteau, celui dont je lui avais dit 100 fois de garder bien aiguisé, car c'est avec un couteau mal aiguisé qu'on se coupe. Sa fiancée était assise au bar de la cuisine, faisant défiler l'écran de son téléphone, buvant dans l'une des tasses en porcelaine de Limoges de ma défunte épouse, la belle vaisselle, celle que nous utilisions 2 fois par an. Le voilà, dit mon fils sans lever les yeux. La belle au bois dormant. Sa fiancée a fait son bruit de rire. Bonjour, ai-je dit. Je suis allé vers la cafetière. Elle était vide. J'en ai préparé une nouvelle. On a invité des gens pour ce soir, a dit mon fils. Quelques amis du travail, des connaissances à Camille. Ne t'inquiète pas. On gère. Ce soir? Ouais, samedi, c'est ton anniversaire. Je ne leur avais pas dit. Je ne leur disais jamais. Il s'en était souvenu tout seul, ou sa fiancée le lui avait rappelé, ou plus probablement sa sœur avait appelé de Nice et avait dit « N'oublie pas les 72 ans de papa. » C'est gentil de votre part, ai-je dit. MHM. J'ai versé mon café noir. Je l'ai emporté sur la véranda à l'arrière, je me suis assis dans le vieux fauteuil de mon père et j'ai regardé les feuilles tomber du chêne qui était plus vieux que la maison. Je ne sais pas à quoi je pensais. Probablement à rien. Probablement à ma femme. Je pense souvent à elle à certaines heures de la journée, surtout aux heures où nous avions l'habitude de faire de petites choses ensemble, comme prendre le café sur la véranda. Le prénom de mon fils lui a été donné par sa mère. Elle l'avait choisi parce que c'était le prénom de son grand-père, et son grand-père avait été le seul homme de sa famille à ne jamais élever la voix contre elle. Elle voulait cela pour notre garçon. Un prénom calme pour un homme calme. Eh bien, il n'est pas devenu un homme calme. Il est devenu un homme en colère. Je ne sais pas exactement quand ni pourquoi c'est arrivé. C'était un garçon adorable jusqu'à ses 15 ans. Puis quelque chose a tourné en lui, comme le lait tourne, et par la suite, chaque conversation était une négociation, et chaque gentillesse était une dette que je lui devais. Au moment où sa mère est tombée malade, il était déjà un étranger vivant dans notre maison. Il a déménagé à 23 ans, est revenu à 31 ans quand son mariage a volé en éclats, et n'est jamais reparti. Sa fiancée est arrivée environ 1 an plus tard. Je ne dirai pas grand-chose sur elle. Je ne crois pas qu'il faille dire du mal des femmes, même de celles qui le méritent. Je dirai juste ceci, dès le premier soir où elle a mis les pieds dans ma maison, elle a traversé les pièces à la manière d'un agent immobilier visitant un bien, touchant les objets, évaluant leur prix dans sa tête, regardant le plafond comme si elle vérifiait s'il y avait des dégâts des eaux. C'était il y a 3 ans. Pendant ce temps, mon fils n'avait pas gardé un emploi stable plus de 4 mois. Sa fiancée n'en avait jamais eu un que je puisse vérifier. Il conduisait une BMW en location longue durée dont je m'étais porté garant,
parce que mon fils disait qu'il en avait besoin pour son nouveau poste de commercial, qui a duré 6 semaines. J'ai couvert les mensualités de la voiture. J'ai payé leurs courses parce que mon fils disait qu'il mettait de l'argent de côté. J'ai payé leurs factures de téléphone parce que mon fils disait que la mère de sa fiancée avait un cancer et que la famille avait besoin de rester en contact. Il n'y avait pas de cancer. Je l'ai appris grâce à une carte de vœux que la mère m'a envoyée pour me demander si je voulais venir à sa fête d'anniversaire pour ses 65 ans à Vannes. J'avais laissé tout cela arriver. Je veux être honnête à ce sujet. J'avais laissé faire parce que la dernière chose que ma femme m'a dite, avant que la morphine ne l'emporte pour de bon, c'était que je devais prendre soin de notre fils, que je devais être patient avec lui, qu'il était blessé d'une manière que je ne pouvais pas voir. Et qu'un jour il redeviendrait lui-même, et que je devais être là quand ça arriverait. J'avais fait une promesse. Un homme tient ses promesses, même quand elles le ruinent. Alors, j'ai mangé la soupe bon marché des boîtes cabossées du rayon des promotions au supermarché sur la Nationale 12. J'ai acheté du pain de la veille à la boulangerie parce qu'il était à moitié prix après 16 heures. J'ai porté les 3 mêmes pulls que ma femme m'avait tricotés, lavés sur cycle délicat, mis à sécher à l'air libre. J'ai laissé mon fils et sa fiancée commander des repas à emporter 4 soirs par semaine avec la carte de crédit que je lui avais donnée pour les urgences en 2019. Je les ai laissés payer un week-end à Deauville avec parce que mon fils disait que c'était pour un entretien d'embauche. Je les ai laissés acheter une bague. La bague qu'elle portait au doigt. 3 400 € sur ma carte Visa en mars. Je n'étais pas stupide. Je veux que ce soit clair. Je savais ce qui se passait. J'avais un registre de compte dans le tiroir du haut du bureau du salon, et chaque dépense qui apparaissait sur les relevés bancaires y était consignée au crayon, de ma propre écriture. La même écriture que j'utilisais pour signer la paie de 16 hommes à l'époque où je dirigeais ma propre entreprise d'électricité dans les années 70 et 80. J'écrivais tout. Je savais exactement ce qu'il m'avait pris. Je n'étais tout simplement pas encore prêt à faire quoi que ce soit. J'attendais. Je ne savais pas quoi. Je pense maintenant que j'attendais qu'il me donne la permission, d'une manière ou d'une autre, d'arrêter de l'aimer. J'avais besoin qu'il fasse quelque chose que je ne pourrais pas pardonner, pour que je puisse enfin trouver la paix. Il me l'a donné le soir de mon 72e anniversaire. La fête a commencé à 18h. À 17h30, la maison était déjà pleine de gens que je ne connaissais pas. Des jeunes, pour la plupart, de l'âge de mon fils ou de sa fiancée, habillés plutôt pour aller en boîte de nuit que pour un dîner. Il y avait de la musique qui sortait d'une enceinte posée sur la table de la salle à manger. La table de la salle à manger où ma femme et moi avions fêté tant de réveillons pendant 41 ans. Les amis de sa fiancée, et je l'inclus elle aussi, buvaient dans les verres à vin de ma femme et les posaient sur le bois sans sous-verre. Je faisais discrètement le tour pour glisser des sous-verres sous chacun d'eux. Personne ne l'a remarqué. Personne ne m'a remercié. Il y avait une banderole au-dessus de l'arche de la cuisine. Il y était écrit « Joyeux 73 ans, papa » en lettres vertes et jaunes. Il s'était trompé de chiffre. J'avais 72 ans. Je l'avais dit à mon fils en août, quand il m'avait demandé si j'avais besoin de nouvelles chemises pour mon anniversaire, que c'était mes 72 ans et pas mes 70 ans. Et il avait ri en disant « Désolé, le vieux. J'arrive plus à suivre. » Je n'ai pas corrigé la banderole. Je ne voulais pas faire de scène. Vers 18h15, la sœur aînée de mon fils m'a appelé de Nice. Elle m'a dit qu'elle était désolée de ne pas pouvoir être là. Elle a dit qu'elle avait envoyé une carte. Elle m'a demandé comment j'allais, et j'ai répondu bien. Et elle a dit « Papa, tu vas vraiment bien ?» Et j'ai dit « Oui, ma chérie, je vais bien. Passe une bonne soirée. » Je ne lui ai pas parlé de la banderole. Je ne lui ai pas dit que la fiancée utilisait les tasses en porcelaine pour le café. Je ne disais jamais rien à ma fille parce qu'elle avait 3 enfants et un mari sous dialyse, et je n'allais pas être un fardeau de plus sur ses épaules. Le dîner était censé être à 19h. À 19h15, tout le monde était assis sauf moi, mon fils et sa fiancée, qui étaient dans la cuisine. Je pouvais les entendre chuchoter. Je pouvais entendre sa fiancée faire ce bruit de rire qui lui était propre. Je suis allé dans le petit salon pour attendre. Je me suis assis dans le fauteuil de mon père, celui que j'avais rentré de la véranda quand le temps s'était rafraîchi, et j'ai regardé la photo de mariage de ma femme et moi au mur. 1971. Elle avait 22 ans.
J'en avais 25. Nous n'avions pas un sou en poche. Nous étions les deux personnes les plus heureuses de Bretagne. Mon fils est apparu à la porte du salon. Il avait quelque chose dans les mains, un bol. En céramique blanche. Il ne venait pas de la cuisine. Papa, a-t-il dit, viens. On est prêt pour toi. Je me suis levé. Je l'ai suivi dans la salle à manger. La table était pleine, 22 personnes. J'ai compté plus tard, parce que je me suis forcé à compter, parce que j'avais besoin de m'en souvenir exactement. La fiancée de mon fils était en bout de table, assise sur la chaise de ma défunte épouse. La chaise que ma femme avait dénichée dans un vide-grenier en 1979 et qu'elle avait elle-même restaurée dans le garage tout au long d'un été. Sa fiancée était assise dessus, tenant son téléphone en l'air pour filmer. Mon fils m'a accompagné jusqu'au siège à l'autre bout de la table, celui qu'il appelait toujours la place du patriarche quand il était enfant. Il a tiré la chaise pour moi. Il en a fait tout un spectacle. Tout le monde regardait. « Assieds-toi, le vieux », a-t-il dit. « J'ai quelque chose de spécial pour toi. » Je me suis assis. Il n'y avait pas d'assiette devant moi. Juste un set de table. Il a posé le bol en céramique blanche sur le set de table. C'était rempli de quelque chose de marron et grumeleux, à l'aspect humide. L'odeur m'a frappé une seconde plus tard. C'était de la pâtée pour chien, le genre que j'avais vu dans le cellier pour le chien que sa fiancée avait amené dans la maison l'année dernière, un petit chien hargneux qui m'avait mordu 2 fois à la cheville et 1 fois au poignet. La pièce était devenue silencieuse. Mon fils s'est éloigné de la table. Il avait un sourire sur le visage que je n'avais jamais vu auparavant, ni sur lui, ni sur aucun homme que j'ai jamais connu. C'était le sourire d'une personne qui a décidé qu'elle allait enfin dire le fond de sa pensée. « C'est ce que mangent les pique-assiettes, le vieux », a-t-il dit. Il l'a dit fort. Il l'a dit pour que toute la table entende. Sa fiancée, derrière son téléphone, a émis son bruit de rire. 2 de ses amis assis près de lui ont ri aussi. Mais les rires se sont éteints quand ils ont réalisé que personne d'autre ne riait. Une femme de l'autre côté de la table, la femme ou la petite amie de quelqu'un dont je n'ai jamais su le nom, a mis sa main sur sa bouche. L'homme à côté d'elle, un type plus âgé, peut-être 55 ans, avec le genre de visage de quelqu'un qui en a vu d'autres, a posé sa fourchette très lentement et m'a regardé. J'ai regardé le bol. Je vais vous dire ce qui m'a traversé l'esprit. Je pense que beaucoup d'hommes diraient que leur vie a défilé devant eux, ou qu'ils se sont mis en colère, ou qu'ils ont pleuré. Rien de tout cela ne m'est arrivé. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai pensé à ma femme. J'ai pensé à elle dans son lit d'hôpital, 3 jours avant sa mort, me tenant la main et me disant de prendre soin de notre garçon. J'ai pensé à la promesse que j'avais faite, et j'ai senti, pour la première fois en 17 ans, cette promesse s'envoler de mes épaules. Elle n'aurait pas voulu ça. Je le savais aussi sûrement que je connaissais mon propre nom. Ma femme était la femme la plus douce qui ait jamais vécu, et elle aurait traversé cette salle à manger pour gifler notre fils si fort que ses dents en auraient claqué. Et ensuite, elle lui aurait dit de quitter sa maison et de ne jamais y remettre les pieds. Elle l'aurait fait pour moi, parce que j'en étais incapable. J'étais libre. Je me suis levé. Je n'ai rien dit. Je n'ai pas fait de discours. J'ai pris le bol de nourriture pour chien, je suis retourné dans la cuisine, et je l'ai posé sur le comptoir à côté de l'évier. Je me suis rincé les mains. Je les ai séchées sur le torchon que ma femme avait brodé de petites fleurs bleues l'année précédant sa maladie. Je suis monté à l'étage. Dans la chambre, j'ai descendu ma vieille valise en cuir du haut du placard. Mon père m'avait donné cette valise quand je suis parti faire mon service militaire en 1971. J'y ai mis 3 pantalons, 4 chemises, mes gilets, mon rasoir, mes médicaments, et la petite photo encadrée de ma femme que je garde sur la table de nuit. J'ai pris le registre de compte dans le tiroir du haut du bureau du salon. J'ai emballé mon chéquier. J'ai pris le titre de propriété de la maison, qui se trouvait dans un coffre ignifuge sous le lit, dans un dossier que ma femme avait étiqueté important avec son écriture ronde d'institutrice. Cela m'a pris 20 minutes. Je pouvais entendre la fête continuer en bas. La musique avait repris. Quelqu'un avait décidé, je suppose, que le moment de gêne était passé. Je suis descendu par l'escalier de service, celui qui débouche près de la buanderie. J'ai mis mon manteau. J'ai décroché mes clés.
Je suis sorti par la porte de derrière et je suis monté dans mon vieux fourgon Peugeot que j'avais acheté d'occasion à un homme de Quimper, et j'ai descendu l'allée doucement parce que les graviers étaient glissants. J'ai conduit jusqu'à l'hôtel Ibis près de la voie rapide. J'ai payé en espèces pour 2 nuits. La fille à l'accueil m'a demandé si j'allais bien, et j'ai répondu « Oui, mademoiselle, juste fatigué ». Et elle m'a donné des petits flacons de shampoing supplémentaires, même si je n'en avais pas demandé. Les gens sont plus gentils qu'on ne le pense. Pour la plupart. Je me suis assis sur le lit dans cette chambre d'hôtel pendant un long moment sans allumer la télévision. Vers minuit, mon téléphone a commencé à sonner. C'était mon fils. J'ai laissé sonner dans le vide. 20 minutes plus tard, il a rappelé. Puis sa fiancée a appelé depuis son propre numéro. Puis lui à nouveau. J'ai éteint le téléphone. J'ai dormi 8 heures d'affilée, la première fois depuis la mort de ma femme. Le lendemain matin, dimanche, je me suis levé à 6 heures. J'ai pris un café dans le hall. J'ai traversé la ville jusqu'à la brasserie de la gare sur la route nationale, et j'ai commandé le grand petit déjeuner. 2 œufs au plat, des tartines, des tranches de bacon. Et j'ai mangé jusqu'à la dernière miette. La serveuse, une femme corpulente au visage bienveillant, m'a appelé mon chéri et a rempli ma tasse de café 3 fois. Je lui ai laissé un billet de 20 € pour une addition de 9 €. Puis je me suis mis au travail. J'ai conduit jusqu'à mon agence du Crédit Mutuel où j'étais client depuis 1976. Ils ouvraient à 9 h le dimanche matin pour des services limités. J'ai attendu sur le parking jusqu'à ce qu'ils déverrouillent les portes, et j'ai été la première personne à entrer. J'ai demandé à voir la directrice. La directrice était une femme prénommée Nathalie, que je connaissais depuis 20 ans, à l'époque où elle était guichetière et que ses cheveux étaient encore bruns. Elle m'a fait entrer dans son bureau et a fermé la porte. Je lui ai tout raconté. Je lui ai montré le registre. Je lui ai montré les relevés de carte bancaire. Je lui ai montré le contrat de location longue durée de la BMW. Je lui ai montré les reçus que j'avais gardés pendant 3 ans dans une enveloppe Kraft au fond de mon bureau. Nathalie a regardé le registre pendant un long moment. Puis, elle m'a regardé. « Monsieur, a-t-elle dit, pourquoi n'êtes-vous pas venu plus tôt ?» J'ai dit que j'avais fait une promesse à ma femme. Elle a hoché la tête comme si elle comprenait. Peut-être qu'elle comprenait. Nous avons commencé par les cartes de crédit. J'en avais 4. 2 étaient des cartes Visa via la banque. L'une était une Mastercard d'une autre banque. Et la dernière était une carte American Express que j'avais depuis 1989. Mon fils était titulaire d'une carte secondaire sur 3 d'entre elles. Sa fiancée en avait sur 2. J'ai fait appeler chaque organisme par Nathalie pendant que j'étais assis là. Et un par un, nous les avons supprimés. Chaque utilisateur autorisé. Sans exception. J'ai fait rééditer de nouvelles cartes avec de nouveaux numéros. J'ai mis en place des alertes anti-fraude. J'ai configuré des notifications sur mon téléphone pour tout achat supérieur à 20 €. Ensuite, nous sommes passés à la BMW. Le contrat de location était à mon nom. Je m'étais porté garant, mais j'étais le signataire principal parce que la solvabilité de mon fils était mauvaise, bien évidemment. J'ai appelé le concessionnaire. Ils ont dit qu'il restait 4 mois sur le contrat. J'ai dit que je voulais rendre la voiture. Ils ont répondu que le locataire principal pouvait demander une restitution anticipée volontaire. J'ai dit que j'étais le locataire principal et que j'exigeais cette restitution volontaire. Ils ont dit que quelqu'un devrait venir la chercher. J'ai dit que je m'en occuperais. Ensuite, j'ai appelé mon avocat. C'était un homme que je connaissais depuis que j'avais 30 ans, l'ami d'un ami qui avait rédigé mon testament, celui de ma femme, et géré l'achat de la maison. Il a répondu à la 3e sonnerie même si c'était dimanche. Je lui ai dit ce qui s'était passé. Il est resté silencieux pendant un long moment. Puis il a dit, « Mon ami, que voulez-vous faire ?» J'ai dit, « Je veux qu'il sorte de chez moi. » Il a demandé, « La maison est uniquement à votre nom ?» J'ai répondu, « Oui. » Ma femme et moi l'avions achetée en indivision, mais à son décès, elle m'était revenue en pleine propriété. Mon fils n'avait aucun droit dessus. Il a dit, « Alors nous pouvons lui faire signifier une sommation de quitter les lieux lundi matin. » En France, comme il n'est pas sur le bail et ne paie pas de loyer, il est hébergé à titre gratuit.
Nous pouvons lui donner un préavis de 30 jours. S'il refuse de partir, on saisira le juge pour une procédure d'expulsion. J'ai dit, faites-le. Il a demandé, vous êtes sûr? J'ai répondu, je n'ai jamais été aussi sûr de quoi que ce soit. Il a dit, très bien. Je prépare les papiers ce soir. On lui fera signifier demain matin. J'ai conduit de la banque jusqu'au centre de stockage dans la zone industrielle sud de la ville. J'ai loué un box de 15 mètres carrés. J'ai payé pour 6 mois d'avance. Ensuite, j'ai conduit jusqu'à l'agence ADA et j'ai réservé une petite camionnette pour mardi matin. Je suis retourné à l'hôtel. J'ai pris une longue douche. J'ai mangé un sandwich de la station-service d'à côté. J'ai appelé ma fille Anis. Elle a dit, « Allô, papa ?» J'ai dit, « Ma chérie, il faut que je te dise quelque chose. » Je lui ai tout raconté. Je lui ai parlé de la pâtée pour chien. Je lui ai parlé de la banderole. Je lui ai parlé des cartes de crédit. Je lui ai parlé de l'avocat. Je lui ai parlé du garde-meuble. Elle est restée silencieuse un long moment. Puis elle a dit, « Papa, ça fait 17 ans que j'attends que tu fasses ça. » J'ai pleuré à ce moment-là. Je ne vais pas prétendre le contraire. Elle a dit, « Je prends l'avion. J'arrive mardi. N'essaie pas de m'en empêcher. J'ai déjà pris le billet pendant que tu parlais. » J'ai dit, « Et ton mari ?» Elle a répondu, « Mon mari ira très bien pendant quelques jours. Mon aîné a 17 ans et peut gérer la maison. J'arrive. » Elle est venue. Elle est arrivée mardi matin, elle a loué sa propre voiture à l'aéroport et elle m'a rejoint à l'agence de location d'utilitaires. Elle a 51 ans, elle a le visage de sa mère et la force de caractère de sa mère. Et quand elle m'a vu, elle s'est avancée droit vers moi et a posé sa tête sur mon épaule exactement comme elle le faisait quand elle avait 8 ans et que notre chien était mort. L'huissier de justice avait signifié la sommation lundi à 9 h du matin. Mon fils m'avait appelé 46 fois ce jour-là. Sa fiancée avait appelé 11 fois. Je n'avais répondu à aucun d'eux. Le mardi à 10 h, ma fille, un gendarme et moi-même sommes allés à la maison avec l'utilitaire. Le gendarme était un jeune homme, à la fin de la vingtaine, poli comme un enfant de cœur. Il avait été briefé par l'avocat. Il savait ce que nous faisions. Mon fils a ouvert la porte en survêtement. Il ne s'était pas rasé. Il ressemblait à un homme qui avait passé une nuit blanche. Quand il m'a vu, son visage est passé par environ 6 expressions différentes en 3 secondes. La dernière est celle dont je me souviendrai. C'était la peur. Je suis passé devant lui pour entrer dans ma propre maison. Sa fiancée était sur le canapé du salon, vêtue de l'un des peignoirs de ma défunte épouse, buvant du café dans l'une des tasses en porcelaine. Elle s'est levée quand elle a vu le gendarme. Elle a commencé à dire quelque chose. Le gendarme a levé la main. « Madame », a-t-il dit, « je suis ici pour vous informer que le propriétaire des lieux a révoqué votre autorisation d'occuper ce domicile. Vous avez 30 jours. Cependant, le propriétaire a également demandé que vous retiriez vos effets personnels dès aujourd'hui, et nous vous encourageons à le faire pacifiquement. » Elle a regardé mon fils. Mon fils m'a regardé. « Papa, a-t-il dit, papa, allez. » Je n'ai rien dit. Il a dit, « Papa, s'il te plaît. » On était ivres. C'était une blague. La pâtée pour chien, c'était une blague. On allait apporter le vrai gâteau juste après. Tu ne nous as même pas laissé. J'ai dit, arrête de parler. Il s'est tu. J'ai dit, tu vas emballer ce qui t'appartient. Tu ne toucheras à rien de ce qui appartenait à ta mère. Ma fille va superviser. L'agent restera jusqu'à ce que vous soyez sortis. Vous avez jusqu'à 17 h. Je suis allé dans le bureau. J'ai fermé la porte. Je me suis assis dans le fauteuil de mon père et j'ai attendu. Je pouvais les entendre faire leur carton. J'ai pu entendre sa fiancée pleurer à un moment donné. J'ai entendu mon fils se disputer avec ma fille à propos d'une télévision. Ma fille a dit, « Cette télé, c'était ta maman. Papa la lui avait achetée pour Noël en 2015. Tu n'as pas le droit de la prendre. » Mon fils a répondu, « J'ai aussi acheté des trucs pour cette maison. » Ma fille a rétorqué, « Avec l'argent de qui ?» Mon fils n'a pas répondu. Cela leur a pris 6 heures.
Ils ont rempli la BMW et une Honda Civic qui appartenait au frère de la fiancée de mon fils, qui a débarqué vers 14 h et a refusé de me regarder dans les yeux. À 16h45, le gendarme a frappé à la porte du bureau. « Monsieur » a-t-il dit, « ils ont terminé. » Je suis sorti sur le perron devant la maison. Mon fils se tenait près de la BMW. Sa fiancée était déjà sur le siège passager. Elle était sur son téléphone. Évidemment. Mon fils m'a regardé. Il avait pleuré. Je ne vais pas faire semblant que cela n'a rien remué en moi, parce que c'est le cas. C'était mon garçon. Je lui avais appris à faire du vélo sur le trottoir devant cette maison. Je l'avais porté sur mes épaules jusqu'à l'arrêt de bus pour son premier jour d'école maternelle. Je l'avais aimé avant même de savoir comment aimer quoi que ce soit d'autre. Il a dit, « Papa. » J'ai dit, « Quoi ?» Il a dit, « Je suis désolé. » J'ai dit, « Je sais. » Il a dit, « S'il te plaît, ne fais pas ça. » J'ai répondu, « C'est déjà fait, fils. C'est toi qui l'as fait. Pas moi. J'ai juste arrêté de te laisser me le faire. » Il a demandé, « Qu'est-ce que je suis censé faire ? » Et voici la chose que je veux que vous compreniez. Parce que j'y ai pensé tous les jours depuis, et je veux que ce soit exact quand je le raconte. Je n'ai pas dit ce que je ressentais. Ce que je ressentais c'était, je ne sais pas, fils. Je ne sais pas ce que tu es censé faire. J'ai 72 ans et je ne sais pas ce que je suis censé faire la moitié du temps non plus. Ce que je ressentais, c'était l'instinct, le vieil instinct, celui qui m'avait tout coûté pendant 17 ans, l'instinct d'ouvrir les bras et de lui dire que tout irait bien et qu'on trouverait une solution ensemble. Mais ma femme, dans ma tête, a dit « non ». Ma femme, dans ma tête, a dit « laisse-le apprendre ». Alors, ce que j'ai dit c'est « tu as 43 ans. Tu vas trouver une solution. » C'est ce que font les adultes. Il est resté là encore 1 minute. Puis il est monté dans la voiture et ils sont partis. Le concessionnaire a récupéré la BMW le vendredi. Les cartes de crédit ont été clôturées le mercredi. L'avocat a déposé un dossier le lundi de la semaine suivante pour récupérer les montants des dépenses non autorisées, qui, selon le droit français et les contrats de carte bancaire, s'élevaient à environ 18 000 €. J'avais des chances raisonnables d'en récupérer une partie, bien que mon avocat m'ait prévenu de ne pas compter sur plus de la moitié. Ma fille est restée 10 jours. Nous avons nettoyé la maison. Nous avons rangé la belle porcelaine de ma défunte épouse dans le vaisselier, là où elle avait sa place. Nous avons jeté le peignoir et acheté de nouveaux draps. Nous avons décroché la banderole, redîné à la table de la salle à manger, juste nous deux, et elle m'a raconté des histoires sur ses enfants et son mari, et je lui ai raconté des histoires sur sa mère qu'elle n'avait jamais entendues. Et on a pleuré parfois, et ri encore plus. Mon fils m'a appelé tous les jours pendant 2 mois. Je n'ai pas répondu. Puis il a arrêté d'appeler. Puis il a rappelé 6 semaines plus tard et a laissé un message vocal disant qu'il suivait une cure de désintoxication. Il n'a pas précisé pourquoi. Je n'ai pas demandé. Je l'ai rappelé et j'ai dit, je suis content. J'ai dit, quand tu seras sobre ou clean ou peu importe sur quoi tu travailles depuis 1 an, tu m'appelleras. On ira prendre un café. Il m'a raccroché au nez. Il a rappelé 10 minutes plus tard. Il a dit, d'accord, papa, 1 an. Je t'appellerai dans 1 an. Je t'appellerai dans 1 an. C'était il y a 13 mois. Il m'a appelé la semaine dernière. Nous avons pris un café jeudi à la brasserie sur la route nationale, celle de la gare. Il avait perdu du poids. Il avait l'air plus vieux. Il travaillait comme chauffeur-livreur pour un entrepôt de pièces détachées et vivait dans un petit 2 pièces au-dessus d'une laverie dans la banlieue ouest de Rennes. La fiancée était partie. Elle l'avait quitté environ 6 semaines après leur déménagement, quand elle avait réalisé qu'il n'avait plus de père riche. Il s'est encore excusé. Je l'ai laissé faire. Je n'ai pas dit que c'était pardonné parce que ce n'était pas le cas. Mais je lui ai dit que je l'aimais, parce que c'est vrai. Et je lui ai dit que j'espérais qu'il s'accrocherait, parce que je le pense vraiment. Et je lui ai dit que je le reverrais dans 6 mois et que nous verrions comment allaient les choses. Il a pleuré dans la brasserie. Moi pas. Je vais vous dire la leçon à tirer, parce que je sais que c'est pour ça que vous êtes là. La voici, pour ce qu'elle vaut de la part d'un homme de 73 ans en gilet. Si vous êtes parent et que votre enfant vous prend, et que vous le laissez faire parce que vous l'aimez,
ou parce que vous avez fait une promesse à quelqu'un, ou parce que vous ne savez pas comment arrêter, vous devez arrêter quand même. Un amour qui vous coûte votre dignité n'est pas de l'amour, c'est un impôt, et les personnes à qui vous le payez ne vous respectent pas de le payer. Ils vous méprisent pour cela. Ils y sont obligés, sinon ils devraient se regarder en face. Arrêter ne signifie pas que vous ne les aimez plus. Cela signifie que vous les aimez assez pour les laisser devenir des hommes et des femmes au lieu d'enfants vieillissant avec votre argent. Ma femme le savait. Je pense qu'elle l'a toujours su. Je pense que quand elle m'a fait promettre de prendre soin de notre fils, elle ne voulait pas dire ce que je croyais. Je pense qu'elle voulait dire de prendre soin de lui en l'obligeant à se prendre en charge, en l'obligeant à s'assumer. C'est juste que je ne pouvais pas l'entendre à l'époque. Je l'ai entendu la nuit où il m'a tendu ce bol. J'ai gardé le bol, d'ailleurs. Je l'ai lavé et je l'ai posé sur une étagère dans le salon, à côté de la photo de ma femme. Certains matins, je le regarde et je me souviens. La plupart des matins, non. La maison est calme maintenant. Le radiateur cliquette toujours. Les feuilles tombent toujours du chêne. Je m'assois sur la véranda dans le fauteuil de mon père, je bois mon café et je pense à ma femme, je pense à mon fils, et je pense au long chemin entre l'homme que j'étais il y a un an et l'homme que je suis aujourd'hui. Ce n'était pas de la vengeance. Je veux que ce soit clair. Ce n'était pas de la vengeance. C'était juste, enfin, après trop d'années, la vérité. Et la vérité, il s'avère, est la seule chose qui m'ait jamais libéré. J'ai beaucoup réfléchi, dans les mois qui ont suivi ce dîner d'anniversaire, à la façon dont un homme en arrive à vivre un moment comme celui que j'ai traversé. Personne ne vous tend un bol de nourriture pour chien un mardi après-midi sans raison. Il y a une longue route qui y mène, et la plus grande partie de cette route est pavée par l'homme qui tient le bol. Mais une partie, j'ai dû l'admettre, avait été pavée par moi. J'ai donné à mon fils tout ce que j'avais et j'ai appelé ça de l'amour, mais l'amour, le vrai, le genre d'amour que ma défunte épouse avait pour nous deux, ne dépouille pas une personne de sa capacité à voler de ses propres ailes. Ce que j'ai fait pendant 17 ans n'était pas de l'amour. C'était de la peur déguisée en dévouement. J'avais peur de le perdre comme j'avais perdu sa mère et donc je l'ai acheté, année après année, avec de l'argent, du silence et des excuses que je m'inventais dans le noir. Et plus je l'achetais, moins il restait de lui à garder. Un homme apprend parfois les choses durent un peu tard. J'ai appris qu'une promesse faite dans le chagrin n'est pas un contrat. Ma femme m'avait demandé de prendre soin de notre fils, et j'ai déformé cela en quelque chose qu'elle n'avait jamais voulu dire. Prendre soin d'un homme adulte ne signifie pas subvenir à tous ses besoins. Cela signifie lui dire la vérité, même quand ça vous coûte. Cela signifie le laisser tomber pour qu'il apprenne à se relever. La chose la plus gentille que j'aurais pu faire pour mon garçon quand il avait 31 ans, qu'il était fauché et aigri, aurait été de fermer la porte et de lui dire de se débrouiller. Je ne l'ai pas fait, et il m'a puni de ne pas l'avoir fait, comme les faibles punissent toujours les gens qui les laissent rester faibles. Il y a une raison pour laquelle ce bol de pâté pour chien est arrivé sur ma table ce soir-là, et cette raison, c'était moi. Je lui ai appris chaque jour pendant 17 ans qu'il n'y avait rien qu'il puisse me faire que je ne pourrais pas absorber. Alors, inévitablement, il a testé les limites. C'est ce que font les gens. Ils continuent de pousser jusqu'à ce qu'ils trouvent le mur, et s'il n'y a pas de mur, ils vous marchent dessus, passent de l'autre côté, et ensuite ils vous détestent de ne pas les avoir arrêtés. La force, j'ai fini par le comprendre, n'est pas bruyante. Ce n'est pas un homme qui crie sur ses enfants ou qui frappe du poing sur la table. La force, c'est la décision tranquille prise dans une chambre d'hôtel à minuit le jour de vos 72 ans, qui décrète que la personne que vous avez été a fait son temps, et que la personne que vous allez être commence demain matin. La force, c'est le coup de fil à la banque. La force, c'est le serrurier. La force, c'est de laisser son fils pleurer dans l'allée sans aller vers lui. J'ai retrouvé ma dignité maintenant. J'ai ma maison, mon café le matin, mon fauteuil sur la véranda, et une fille qui est venue quand j'ai eu besoin d'elle. J'ai moins sur mon compte bancaire qu'il y a un an, mais j'ai plus que ce que j'ai eu en 2 décennies dans tout ce qui compte vraiment. La leçon, s'il y en a une, est celle-ci, personne ne peut vous enlever votre vie pendant que vous êtes encore dedans, mais vous pouvez la donner vous-même lentement, année après année, et appeler cela de l'amour. Ne le faites pas.